Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la série de comics Dark Droids. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 39 et 40 de Star Wars 2020, 38 à 40 de Darth Vader 2020, 36 à 38 de Dr. Aphra 2020, 38 à 40 de Bounty Hunters, 3 et 4 de Dark Droids et 1 et 2 de Dark Droids D-Squad. Après s'être débarrassé de l'invasion droïde du super destroyer stellaire Executor, Dark Vador monte dans son chasseur taille avancé X1 et se rend sur Mustafar pour requérir plus de savoir et de pouvoir auprès de l'œil de Webbish Bog, un Sea-Running sensible à la force qui vit dans la lave en symbiose avec un géant aveugle à Robernos. Dans l'ascension de Skywalker, Kylo Ren se rend sur Mustafar et rencontre l'œil de Webbish Bog avant de récupérer l'orienteur site de Dark Vador, mais cette scène a été coupée du montage final du film. Mais la scène est bien canon puisqu'elle est présente dans la novélisation de l'épisode 9. L'œil rappelle à Vador la tragédie de Dark Plagueis le Sage, le conte que lui avait raconté Dark Sidious peu de temps avant qu'Anakin Skywalker ne sombre dans le côté obscur. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Dans cette histoire, Dark Plagueis est fait assassiner par son apprenti qui s'avère être Sidious, et Vador semble vouloir répéter l'histoire en se rendant sur Coruscant pour confronter son maître. De son côté, le droïde Z67 a été infecté par le fléau et se rend à l'usine de droïdes perdue du techno-syndicat de Mustafar, où il trouve un tridroïde Octuptara, un immense droïde séparatiste qui date de la guerre des clones. Ce droïde a été créé pour la revanche des Sith à partir de ce concept art assez étrange le résultat final, mais on peut le retrouver lors de la bataille de Maijito pendant l'Ordre 66, mais aussi pendant la bataille d'Utapau un peu plus tôt dans le film. Cependant, ces deux versions sont légèrement différentes et l'univers légende les a distinguées en deux catégories. Ceux de Maijito, qui sont gigantesques comme ceux de la bataille de Christoph 6 dans The Clone Wars, sont des tridroïdes Magna Octuptara, alors que celui d'Utapau est le même modèle 3D mais en plus petit, il a alors été nommé tridroïde de combat Octuptara. Les combats se retrouvent aussi par exemple lors de la bataille de Coruscant dans la série animée Clone Wars. Et l'usine du techno-syndicat sur Mustafar existait déjà dans l'univers légende, puisqu'elle est mentionnée dans le jeu vidéo Battlefront 2 où le géonosien et ingénieur Jizor Delzo l'a utilisé pour résister à la nouvelle armée impériale sur Mustafar. Dans la série Bounty Hunters, nous avons droit à un autre flashback du refuge, la station dirigée par Tar Clixon. Mais à l'époque de la guerre des clones, Clixon était au service du droïde Telemac qui a reçu la visite d'un certain Grievous, général de la Confédération des systèmes indépendants et surtout un cyborg, tout comme Clixon. Grievous est venu rallier le refuge à la cause séparatiste mais est reparti bredouille à bord de sa navette de transport de classe Shesipid. Mais le général était tout de même accompagné de ses droïdes gardes du corps, des Magna Guard IG-100. Le tome 2 de Dark Droids introduit une nouvelle mini-série du crossover, Dark Droids D-Squad. On y retrouve R2-D2 après qu'il ait été éjecté dans l'espace par C3PO, alors infecté par le fléau. Mais par chance, le droïde croise un transport léger GX-1, un modèle de vaisseau qui date de l'univers légende, avec le supplément de jeu de rôle Star Wars Campaign Pack de 1988. Ce vaisseau est piloté par le droïde Pete de série DUM WAC-47, ancien leader de la D-Squad. La D-Squad était une escouade de droïdes fondée pendant la guerre des clones sous le commandement du colonel Mibur Gascon pour voler un module crypté séparatiste. Elle comprenait à l'époque, en plus de WAC, 4 droïdes astromécano avec R2-D2, QT-KT, U9-C4 et M5-BZ. Ces deux derniers ne sont pas développés en dehors de l'arc de la D-Squad de The Clone Wars, mais QT-KT a pour inspiration R2-KT, un autre droïde rose. R2-KT a été créé par le R2-D2 Builders Club en 2005 en hommage à Katie Johnson, la fille de 7 ans d'Albin Johnson, le fondateur du groupe de cosplayers la 501e Légion. Un cancer du cerveau en phase terminale a été diagnostiqué chez Katie en 2004 et Albin a reçu le soutien de toute la communauté Star Wars. Les garnisons de la 501e Légion ont lancé des collectes de fonds indépendantes et lorsque George Lucas s'est rendu au Japon pour une tournée de promotion de La Revanche des Sith, la garnison japonaise lui a fait part de l'état de santé de Katie. En réponse, Lucas lui a filmé une vidéo pour lui souhaiter un bon rétablissement. Mais la santé déclinante de Katie l'obligeait à rester allongée dans un lit et la jeune fille souhaitait avoir un droïde pour veiller sur elle, comme R2-D2 veillait sur Padmé Amidala dans l'attaque des clones. Lorsque Jerry Green de l'association R2 Builders a entendu parler de l'histoire des Johnson, il a organisé avec d'autres constructeurs une campagne de collecte de pièces pour une unité R2 pour Katie. En quelques mois, ils ont construit un droïde personnalisé et entièrement fonctionnel qu'ils ont peint en rose et baptisé R2KT R2 Katie.
Selon Albin, Katie a gardé le droïde à son chevet pendant ses derniers jours. Depuis, R2-KT a été utilisé pour visiter des hôpitaux pour enfants et sensibiliser le public aux maladies pédiatriques en participant à des événements Star Wars. Le droïde a également fait l'objet de diverses collectes de fonds. En 2007, Hasbro a produit une figurine R2-KT qui a permis de récolter 100 000 $ pour l'association Make-A-Wish. Mais le droïde existe officiellement aussi dans Star Wars puisqu'elle a été intégrée au film animé The Clone Wars en 2008 et est présente dans quelques épisodes de la série. De plus, en 2015, R2-KT a fait sa première apparition en live action dans Le Réveil de la Force. R2-D2 et WAC-47 se rendent alors dans le système le plus proche et atterrissent sur la planète Yego. Cette planète est rapidement visitée par Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars, mais elle est surtout connue pour cette réplique dans La Menace Fantôme. Are you an angel? What? An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures in the universe. They live on the moons of Viego, I think. You're a funny little boy. Ces fameux anges dont parle Anakin existent réellement, mais ce sont des diastymes. Dans les religions abrahamiques, les anges sont des êtres spirituels qui agissent en tant que messagers de Dieu et gardiens des êtres humains. Dans l'art, ils sont souvent représentés comme des êtres humains rayonnants, vêtus de robes fluides et dotés d'ailes semblables à celles d'un oiseau, et c'est de ces visuels que la série s'est inspirée pour représenter les diastymes. Et d'ailleurs, l'individu de la série animée est doublé par Catherine Taber, la voix de Padmé Amidala dans la même série, ironique quand Anakin disait que Padmé était un ange dans l'épisode 1. Sur Yego, R2 et WAC croisent le chemin de C1-10P, ou Chopper, le droïde de l'équipage du Ghost de la série animée Rebels, et que l'on a récemment vu en live action dans la série Ahsoka. Et à E3, il reforme donc la fameuse D-Squad. Grâce à l'holonet, R2 apprend que C-3PO se trouve sur la planète Gallios et vole alors un autre transport léger GX-1 en assommant son propriétaire, un droïde pilote de série RX qui s'appelle RX-23. Et RX-23 est le droïde visible dans la file d'attente du Star Tours du Disneyland de Tokyo, au Japon. Mais une fois arrivé sur Gallios, ce n'est pas C-3PO que R2 retrouve, mais 000, le droïde de protocole souvent au service du Dr Aphra ou de Dark Vador et qui adore la torture. La mini-série D-Squad permet aussi d'explorer le livre d'Ajax qui se concentre bien plus sur le droïde révolutionnaire qui va venir se mettre en opposition au fléau. On retrouve donc d'abord Ajax Sigma à l'époque de sa révolte droïde pendant la Haute République, avant qu'il ne soit arrêté par les Jedi, dont Loden Greystorm, un maître Jedi Twi'lek présent au début de la phase 1 et qui sera l'une des premières victimes des Sans-Noms, des créatures capables d'aspirer la force des êtres qui y sont sensibles. Parmi l'armée fidèle à Ajax, il y a un droïde sentinelle N5, un modèle issu de la première saison de The Mandalorian, puisque Din Djarin en a affronté lorsqu'il a libéré le prisonnier Queen. Cela signifie donc que la Nouvelle République a confié la garde d'un vaisseau prison à des droïdes dont leur modèle est vieux de plus de 241 ans. Comme on l'avait déjà vu dans le one-shot Revelations et la série Han Solo et Chewbacca, le cœur d'Ajax a été enterré par Han Solo et retrouvé par Ice P9, renommé Simon. Ajax a ainsi pu fonder la colonie de la deuxième révélation sur Medchis 3, et en se rendant sur la lune de Clixon, Ajax a rencontré Luke Skywalker et a perdu le contrôle en voyant son sabre laser jaune, qui lui a très probablement rappelé Loden Greystorm, qui avait lui aussi un sabre jaune et qu'il avait vaincu 2 siècles plus tôt. Dans le numéro 36 de Dr Aphra, Leia Organa fait appel à l'équipe de Magna Tolvan pour retrouver le Silver Arrow, un des vaisseaux de la flotte rebelle. Dans l'équipe de l'ex d'Aphra, on retrouve l'humaine Kelb, le Kamasi Pylok, une espèce de l'univers légende avec le spectre du passé, le Déveronien Sheyo et l'Ikrukienne Brissa, une espèce inventée pour les comics Podamron, mais qu'on a aussi revu à l'époque de la Haute République avec le Jedi Porter Engle. Et au briefing de Leia se trouve un Passistip, une espèce ajoutée à Un Nouvel Espoir via sa réédition de 1997. Dans Dark Droids numéro 3, le fléau cherche à atteindre Dark Vador et envoie C-3PO et le droïde souris Pétir. Ce dernier découvre les droïdes que Vador lui-même utilise, des droïdes sentinelles de série DT. Ces modèles viennent de la série animée Rebels et sont inspirés des Dark Troopers de phase 3 du jeu vidéo légende Dark Forces. Depuis, les Dark Troopers ont été canonisés dans The Mandalorian, mais aucun lien n'a encore été fait entre les Dark Troopers canon et les droïdes sentinelles de série DT. Dans la série Star Wars, Lando Calrissian, Lobot et Libroid échappent de peu aux droïdes du fléau et pensent surtout à s'enfuir avant que Jabba ne revienne. En effet, il s'agit du jour du mois où le Hutt emmène sa suite dans la mer de Dune à bord de sa barge de plaisance, le Ketana.
Et à bord de celle-ci, on retrouve de nombreux personnages du Retour du Jedi, avec Bib Fortuna, le majordome de Jabba, Salacious Big-Crumb, son animal de compagnie, les musiciens Droopy McCool, Maximilian Rebo et Cy Snootles, ainsi que des espèces classiques de Tatooine, avec un Chadrafan, un Gamoréen, un Rhodien, des Jawa et des Weequay. Et vu que les droïdes s'en sont pris à Patissa, le rancor de Jabba, c'est surtout Malakili qui s'en inquiète, celui qui a élevé l'immense créature et qui est désolé de sa mort dans le film. De son côté, R2-D2 s'allie à 000 pour sauver ses 3PO et BT1 des mains du fléau. Chose assez ironique, 000 et BT1 sont un peu la version obscure du duo R2-D2-C3PO avec un droïde astromécano et un droïde de protocole, et c'est l'astromécano d'un côté qui a été infecté et les droïdes de protocole de l'autre. En tout cas, R2-D2 décide de confronter directement BT1 qui réplique en lui envoyant tout son arsenal, ce qui me rappelle énormément cette scène du crossover Vader abattu des comics de 2015. Et c'est 000 qui parvient à vaincre son ami grâce au coupleur d'énergie d'un module de course, le même genre de vaisseau que ceux utilisés pour la course de la menace fantôme sur Tatooine. 000 et R2 font finalement face à une nouvelle menace, le droïde assassin IG-88 qui tire sur le droïde de protocole et l'emmène dans un filet sur son dos exactement comme l'a fait Chewbacca avec ses 3PO dans l'Empire contre-attaque. Et par un énième concours de circonstances, il croise 4 l'homme qui a réchappé du fléau grâce à Zuckuss dans la série Bounty Hunters et qui va devoir s'allier à la nouvelle D-Squad pour combattre le fléau ici sur Gallios. Je voulais juste m'arrêter sur une petite précision, les blasters qu'utilise IG-88 ressemblent en tout point à des fusils blasters E11 impériaux, normal parce que c'est exactement le même objet qui a été utilisé pour l'Empire contre-attaque, mais ce sont dans le lore des inhibiteurs neuro DAS-430. Dans la série Dr. Aphra, l'équipe de Magnatol Van aborde le Silver Arrow avant de se faire attaquer par ces droïdes évidemment infectés par le fléau, dont un droïde cuisinier de série COO inventé pour l'attaque des clones et dont on a déjà vu un individu se battre d'une certaine manière dans la série Le Livre de Boba Fett, ainsi qu'un droïde chercheur ID-10 comme Dio, le droïde d'Aiden Versio dans le jeu vidéo Battlefront 2. Sur cette planche, il y a de nouveaux droïdes avec un droïde Treadwell WED-15 de l'attaque des clones, des droïdes d'usage général L1G de Rogue One A Star Wars Story et un droïde Servus WA7 également de l'attaque des clones. Et sur cette planche, où Magnatol Van est prise au piège par le fléau, se trouve un assistant chirurgical FX9, un des droïdes qui répare Dark Vador dans la Revanche des Sith. De retour auprès de Lando Calrissian, il décide d'enfin tout révéler à Leia Organa qui va évidemment l'aider. Ils se rendent alors avec Chewbacca et Luke Skywalker à bord du Faucon Millennium sur la planète Epiconia où Lobot se trouverait. En s'approchant, les rebelles croisent une flotte automatisée de transport TR-286, le même modèle qu'avaient pris Obi-Wan Kenobi et Leia dans la série sur le Jedi pour aller de Daiyu à Mapuzo. Ce modèle en particulier a dû être choisi parce que déjà dans la série Disney+, ce transport était décrit comme étant automatisé et non piloté par un être vivant. Et parmi les droïdes du fléau qui les attaquent, il y a celui-ci qui ressemble énormément à Proxy, le prototype d'holodroïde de Starkiller dans les jeux vidéo légendes Le Pouvoir de la Force. De son côté, Dark Vador se rend finalement sur Coruscant pour confronter son maître Dark Sidious, l'occasion de retrouver de nombreux modèles de vaisseaux, avec un Airspeeder Easy Ride qui transporte notamment le sénateur Palpatine, Jar Jar Binks, la reine Amidala et ses servantes dans la menace fantôme, un Airspeeder à exomoteur multi-environnement Koro 2 comme celui de la chasseuse de primes Zam Wesell dans l'attaque des clones, un Faucheur TIE, le vaisseau qui débarque les Death Troopers sur Scarif dans Rogue One, et un cargo léger ZH-40 de classe Tribune, le même modèle que le vaisseau Dondo Onaka dans le jeu vidéo en réalité virtuelle Tales of the Galaxy's Edge. Je parlais au début de la vidéo de QTKT de la D-Squad originale, et bien elle revient dans la nouvelle équipe dans le 4e numéro de Dark Droids sans trop d'explications, même si ça le sera avec la suite de la mini-série Dark Droids D-Squad. On peut d'ailleurs remarquer qu'elle a toujours en haut de son dôme l'amélioration qu'elle a eue durant la guerre des clones, un petit aimant volant. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons fait de ces 2 tomes de comics et qui est disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.